peu plus vite parce que pour le coup, celui-ci, vous aviez à le préparer, donc normalement, vous l'avez tous fait. Alors donc, on vous parle du sauna, le bas traditionnel pour vous placer dans le contexte. Ensuite, du coup, on vous dit qu'un particulier souhaite installer un sauna chez lui et donc pour cela, il achète un poêle électrique, hein, qui va permettre donc de chauffer la pièce et de chauffer également les pierres que l'on met sur le poêle, sur lesquelles on peut verser de l'eau pour avoir de la vapeur. Donc on vous raconte le principe d'aération du sauna. Donc l'air frais arrive soit ici en A, soit ici en B, se réchauffe, et cetera et puis on évacue l'air ici, par la sortie C. Ensuite, on vous raconte que, lorsqu'on veut faire une séance de sauna, il va falloir mettre à chauffer son sauna et pour cela, je passe tout le blabla. On vous dit la durée de préchauffage varie en général entre 40 et 70 minutes. Ensuite, on vous donne les caractéristiques techniques du poêle. Donc pareil, hein, tant que je ne sais pas ce que je cherche, je surligne rien. OK, je vois les dimensions, la quantité de pierre, ça marche. OK, je vois tout ça aussi. Je sais que je vais donc avoir des calculs à faire puisque j'ai les capacités thermiques massiques, la conductivité thermique, la masse volumique. Très bien, je passe. Je suis rassurée, on me donne bien les formules du cours que l'on a vues, hein, dans le chapitre 8. Donc la résistance thermique. Donc, d'autant plus grande que le lambda sera plus petit, d'accord? Donc, c'est assez cohérent. Lambda, rappelez-vous, c'est, on vous le met ici, c'est la conductivité thermique. Donc, plus la conductivité thermique est grande, plus la résistance thermique est faible, d'accord? Plus ça peut passer, moins il y a de résistance. Ça paraît logique, hein? Donc, cette grandeur-là, je la comprends. Ici, c'est le flux thermique. Donc, on vous rappelle que ça correspond à une énergie thermique transférée par unité de temps. Et cette relation-là ne vous est pas donnée. C'est égal à Q sur delta petit t. Rappelez-vous, on l'a rajouté dans le cours. Là, on vous le donne en version français. Et on vous dit que si delta T est l'écart de la température, c'est delta T sur RTH avec le RTH tel qu'il a été défini au-dessus. Allez, on y va sur les questions. Donc, plusieurs parties. On parle d'abord des transferts thermiques mis en jeu lors du chauffage. Donc, on vous demande de caractériser chacun des types de transferts thermiques principaux, ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres, hein, mis en jeu lors du chauffage par le poêle, de l'air ambiant ou des pierres. Pour cela, recopier et compléter le tableau suivant. Faites bien attention à ça. Quand il y a marqué recopier, je dois recopier, hein. Si ce n'est pas un annexe, vous n'avez pas à rendre le poli, l'énoncé, d'accord? Il y en a qui se font piéger par ça et du coup, quand on ouvre la copie de l'élève, on ne voit pas la question parce qu'il a répondu sur l'énoncé et l'énoncé n'était pas à rendre. Donc, faites bien attention. Donc, je recopie tout ça. Je mets pour le chauffage par le poêle de l'air de la pièce, qu'est-ce que je mets comme mode de transfert thermique principal? Comment l'air de la pièce est chauffé par le poêle? Grâce à quel transfert thermique? Alors, j'ai un premier retour, j'en attends peut-être un peu plus. Allez, super, c'est confirmé. Donc, 2 élèves qui me parlent de convection. Effectivement, le poêle va chauffer l'air. Alors, par convection, tout l'air de la pièce va se chauffer par convection. Est-ce qu'il y a un déplacement de matière ou pas lorsque je parle de convection? Bien sûr, c'est avec transport de matière. Et d'ailleurs, vous le voyez clairement ici. D'accord? Il y a un déplacement de matière. On voit bien que l'air de la pièce est chauffé avec un déplacement de matière. Donc, même si j'avais hésité à dire convection, le fait de voir ces mouvements, ces déplacements d'air dans la pièce me font penser à la convection. D'accord? Donc ça, c'est très important. OK, convection, ça marche. Alors, il y a marqué transfert thermique principal, hein. Je peux me douter qu'ici, au niveau du poêle, la zone de contact entre le poêle et les particules d'air qui sont juste là, il peut y avoir un tout petit peu de conduction. D'accord? Mais on me parle du transfert thermique principal. Pareil pour le chauffage par le poêle des pierres. Alors, je vous ai dit, je mets les pierres ici sur le poêle. Quel est le transfert thermique qui a lieu entre le poêle et les pierres? Forcément, c'est la conduction et cette fois, c'est sans transport de matière, hein. Les pierres ne bougent pas, le poêle ne se déplace pas. Donc, c'est un transfert thermique qui se fait de proche en proche, comme on avait vu dans le cours avec la barre de fer là qui plongeait dans le feu.
Très bien. Donc pareil, comme je vous disais hier, avant-hier, je commence par une petite question toute simple qui me met en confiance. J'ai pris des points, voilà, je suis encouragée à continuer. Que symbolisent les flèches représentées sur la figure 1 de la notice du constructeur? J'ai un petit peu répondu tout à l'heure, évidemment. Donc parfait, Élise. Oui, certainement, Victor. Le déplacement de l'air dans la pièce. D'accord? Donc on voit clairement, ça ne peut pas être autre chose que ce que je ne vois pas, c'est-à-dire l'air. Donc c'est l'air de la pièce qui va se déplacer. Alors je crois qu'il y avait une autre partie de question. Non, c'est ça. Donc les mouvements, les déplacements de l'air dans la pièce. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin d'ailleurs? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces déplacements de l'air dans la pièce? Allez, allons-y. Qu'est-ce que l'on note? Pourquoi dans ce sens-là? Très bien, l'air chaud monte, d'accord? Donc on a l'air qui arrive ici au niveau du poil, il se réchauffe au contact du poil, d'accord? Et l'air chaud étant moins dense, il a une masse volumique plus petite, donc du coup il est plus léger et donc il s'élève. En s'élevant, il se refroidit, donc sa masse volumique réaugmente et il redescend, et ainsi de suite, d'accord? Donc, les mouvements de convection sont ici possibles par le fait qu'il y a une différence de masse volumique de l'air chaud par rapport à l'air froid. Alors pourquoi l'air chaud a une masse volumique plus faible que l'air froid? Hem, Peut-être que je vous laisse répondre si jamais quelqu'un a une réponse. Très bien pour Victor, les molécules bougent plus. Esteban, parfait. Bonjour d'ailleurs, et bienvenue, chez nous. Alors avec l'agitation des molécules, effectivement, les particules donc occupent plus d'espace, elles sont agitées. Imaginez, des gens sur une piste de danse, eh bien, c'est pas la même chose sur un slow ou sur un rock. Donc, lorsqu'il y a plus d'agitation, il va me falloir une piste de danse plus grande. Eh bien, là, c'est pareil. Du coup, les molécules agitées prennent plus d'espace et donc pour un même volume, j'ai moins de particules, en fait. D'accord? Donc, puisqu'elles prennent plus d'espace parce qu'elles sont plus agitées. Donc très bien. J'ai donc revu ceci. Par convection, les molécules d'air se déplacent, les plus chaudes grimpent, en grimpant, elles se refroidissent, elles redescendent. Très bien. Allez, nous continuons. 1.3. Donner une raison justifiant le choix de l'emplacement de l'entrée de l'air et même question pour le choix de l'emplacement de la sortie de l'air. Tout à l'heure, je l'ai présenté sans discuter là-dessus. Donc maintenant, on nous demande de justifier pourquoi l'entrée de l'air se fait soit en A, soit en B, et pourquoi la sortie de l'air se fait en C. Alors, pour que l'air passe partout. Alors, attention Quentin, si tu mets ça sur une copie de bac, ça ne suffira pas. Moi, je mettrai sur la copie, c'est bien trop vague. Pourquoi ne pas avoir mis, par exemple, Quentin, l'entrée d'air à droite et la sortie d'air à gauche, tu vois? Donc, c'est ça qu'il faut justifier. Donc l'air froid, effectivement, va arriver au niveau du poil. Donc il faut qu'il rentre près du poil pour qu'il soit chauffé très vite, parce que si vous le faites rentrer par la droite, eh bien, il va avoir le temps de rafraîchir l'espace. Donc dès qu'il arrive, il faut qu'il soit chauffé. Très bien. Et de la même façon, la sortie d'air, du coup, doit être loin de l'entrée pour éviter que l'air froid ne s'évacue sans avoir été chauffé. D'accord? Donc si je mettais une sortie à côté là, je pourrais évacuer l'air avant qu'il ait le temps de se chauffer, donc ce n'est pas le but. Très bien. Allez, on continue. Donc des petites questions toutes simples. En s'appuyant sur les caractéristiques du poil choisi, montrer que ce choix est adapté aux besoins du particulier. Alors je vous avoue que quand j'ai lu cette question, j'étais là, bon, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Donc il faut que j'aille voir les caractéristiques du poil choisi. OK, c'est tout ça. Donc laquelle est importante ici? Donc
je sais pas, sur la dimension du poil, honnêtement, comment je pourrais me prononcer sur la dimension du poil? Comment je peux me prononcer sur la quantité de pierre max, et cetera? La puissance, OK. J'ai pas vraiment de données électriques pour justifier la puissance du poil choisi. Donc effectivement, je vous vois en train de répondre. Effectivement, la seule caractéristique qui va pouvoir être justifiée ici, c'est le volume du sauna. On me dit que ce poêle permet de chauffer un sauna qui aurait un volume compris entre 8 et 15 mètres cubes. Or, rappelez-vous, je ne savais pas que ça allait m'être utile, mais effectivement, j'ai lu ça rapidement tout à l'heure. On a un particulier qui a fabriqué une pièce de 2 par 2 par 3. Donc, vous devez être capable de calculer le volume d'une pièce, d'un parallélépipède, c'est longueur fois largeur fois hauteur, donc 2 fois 2 fois 3, ça fait 12 mètres cubes. 12 mètres cubes, je regarde ici, je suis bien dans le domaine qui correspond aux caractéristiques du poêle. D'accord? Voilà ce qu'il fallait mettre. Donc voilà, il faut vraiment faire comme ça, hein. La réponse, elle ne tombe pas tout de suite. On peut commencer à avoir quelques sueurs froides quand on lit la question, on se dit: «Mince, OK». Donc on se laisse guider, caractéristiques du poil et on fait ce que j'ai fait là. OK, bon bah là, le nom du modèle, ça m'évoque rien, tout ça, ça aucun rapport et là, il faut que je me dise: «Ah ouais, tilt, j'ai vu ce qui pourrait m'aider à calculer le volume». D'accord? Allez, on continue. Donc, la partie présentation a été faite. On parle des matériaux maintenant pour la construction de la pièce et on vous dit que le particulier hésite entre le bois de sapin et le béton pour les parois de son sauna. Alors, on a l'habitude de voir effectivement du bois dans les saunas. Est-ce que c'est esthétique? Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, évidemment, on se doute de la réponse. Donc, déjà, on est un petit peu aiguillé, hein, donc on sait qu'il va falloir qu'on choisisse le sapin. Donc il faut que nos calculs soient cohérents et nous permettent d'aboutir à cette conclusion-là. Alors, donc on y va. Première question, comparer le flux thermique traversant une paroi de bois de sapin et une paroi de béton sans effectuer de calcul numérique. Formuler un conseil aux particuliers. Alors, on vous demandait de comparer le flux thermique sans faire de calcul. Alors là, c'est très important. Il y en a qui se lancent direct dans des calculs. Donc, on ne veut pas des calculs, on veut juste une analyse. Donc, une analyse qualitative, hein. Alors, Chloé me dit, flux thermique pour le béton, il est plus important que pour le sapin. Pourquoi? Donc, il nous faut un point de départ. Alors, car la conductivité du béton, alors regardons effectivement, tout va se jouer ici sur la conductivité thermique et ce qui va m'intéresser, c'est les lignes correspondant au béton et au sapin. Donc, si je regarde le lambda pour le béton, il est bien plus grand que pour le sapin. Je pourrais même m'amuser à faire un rapport 1,75 divisé par 0,15 et je trouve presque 12 fois plus grand. Donc, la conductivité du béton est bien meilleure que celle du sapin. D'accord? Donc, la conductivité du béton est bien meilleure que celle du sapin. Donc, je vais commencer par là, puisque c'est là qu'apparaît la conductivité. D'accord? J'espère que vous voyez bien mon écran et ma souris, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc, je viens de lire dans le tableau au-dessus que le lambda béton est plus grand que le lambda sapin. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la résistance thermique du béton par rapport au sapin? Donc, je vois pour Agathe, la résistance du béton est donc plus basse. Effectivement, si je divise par un lambda plus grand, ça veut dire que le béton présente une résistance thermique plus basse. Et si la résistance thermique est plus basse, je finis sur cette dernière relation. Si je divise par quelque chose de plus petit, j'aurai un flux plus grand. Voilà votre raisonnement. Je n'ai donc pas fait de calcul. Je suis partie du lambda. Donc, je commence par dire le lambda du béton est plus grand que celui du sapin, ce qui signifie que la résistance thermique du béton est plus petite que celle du sapin parce que c'est inversement proportionnel à la conductivité. Et si le RTH du béton est plus petit que le RTH du sapin, ça veut donc dire que le flux du béton est plus grand que celui du sapin. Voilà, il fallait les 3 étapes, hein. Votre réponse doit se structurer autour de ces 3 notions.
vous comparez les lambda, vous comparez les RTH, les résistances thermiques, vous finissez en parlant de flux. OK, donc flux thermique, ça veut dire que le béton va permettre un flux, un transfert thermique plus important. Donc je n'ai pas intérêt à utiliser du béton, sinon toute la chaleur utilisée pour chauffer la pièce, l'air et les pierres va être aussi utilisée pour chauffer l'air extérieur. Or, ce n'est pas le but. Allez, on passe à la question suivante. Et donc, ça y est, on y a droit, les calculs. Quelle serait l'épaisseur d'une paroi en béton pour que, en termes d'isolation thermique, elle soit équivalente à une paroi en sapin de 5 cm d'épaisseur? Allez, je vous laisse me proposer des éléments de réponse. On vous demande l'épaisseur d'une paroi pour que ce soit équivalent à une paroi en sapin de 5 cm d'épaisseur. Qu'est-ce que vous me proposez? Quel est le point de départ de ma démonstration? Très bien. Allez, parfait. Émilie, je vais partir. Bah, s'ils sont équivalents en termes d'isolation, ça veut dire qu'ils présentent la même isolation, la même résistance thermique. Alors, pour ceux qui auraient souhaité partir de cette relation-là, en me disant que phi pour le béton égale phi pour le sapin, c'est embêtant parce que je n'ai pas le delta T. D'accord? Donc, si effectivement ça revient au même, autant dire que pour un delta T identique, ça veut dire que j'aurai un phi identique si la résistance thermique est la même. Donc, je pars de cette relation où j'ai effectivement l'épaisseur qui apparaît ici. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de partir sur le tableau vide. Donc, vous avez RTH béton égale RTH sapin. Le RTH, c'est E béton sur lambda béton S et E sapin sur lambda sapin fois la surface. Je peux simplifier par la surface parce que je vais considérer bien sûr que mon sauna est construit de la même façon, donc la surface est la même, hein. On ne m'a pas parlé de dire qu'on allait le faire plus grand ou plus petit. Donc voilà, et je cherche quoi déjà? L'épaisseur de la paroi en béton qu'il faudrait appliquer pour que justement j'ai la même isolation que pour du sapin. Donc attention, j'espère bien que personne ne se trompe plus sur ce genre d'équation à résoudre. Je vois bien que pour isoler l'épaisseur du béton, il faut que je multiplie par lambda B à gauche et à droite. Et effectivement, ça va faire… Alors attends, j'ai pas bien vu Franck. Il me manque un truc, Franck, hein, dans ton truc. Il te manque un lambda, hein, fais attention. Donc l'épaisseur du sapin fois le lambda du béton sur le lambda du sapin. D'accord? Donc je fais ce calcul. Je crois que c'était donc 5 cm l'épaisseur de la paroi en sapin. Je vais rester en centimètres. Ça veut dire que j'aurai donc une épaisseur du béton en centimètres. Je fais fois lambda B. Je n'ai pas besoin de faire attention aux unités pour le lambda B parce que j'ai un lambda S en bas, donc c'est les mêmes unités, ça va se simplifier, sur 0,15. D'accord? Vous faites ce calcul-là et dites-moi, vous trouvez donc, Émilie me dit 58 cm, je vérifie, effectivement, j'ai la même chose. Donc, on trouve 58 cm. Donc, faire un sauna avec des parois en sapin de 5 cm, ça reviendrait à faire un sauna avec des parois en béton de 58 cm. D'accord? Donc, c'est énorme. Ok, très bien. Allez, je reviens sur le sujet. Et on continue avec la troisième partie, si j'ai bien suivi. C'est ça. Allez, on y va, les pierres posées sur le poêle. Les pierres utilisées sont souvent d'origine volcanique car elles n'éclatent pas sous les chocs thermiques. C'est le cas de la stéatite. On fait l'hypothèse que lors du préchauffage, la puissance du poêle est intégralement utilisée pour le chauffage des pierres d'origine volcanique. À l'aide des caractéristiques électriques du poêle, déterminer la durée ΔT nécessaire pour porter une masse M égale 20 kg de pierre de la température de 25 degrés Celsius à la température de 250 degrés Celsius atteinte par les pierres à l'issue du préchauffage. Allez, là aussi des petits calculs. Honnêtement, pour moi, ce sont des calculs, c'est pas pour moi, hein, ce sont des calculs niveau première.
D'accord? Donc, on n'a rien rajouté en terminale. Le programme de terminale portait ici sur la notion de flux et de résistance thermique. Ici, on est sur le programme de première. Alors, sur le programme de première, vous voyez qu'on ne vous donne pas ici de relation pour répondre à la question. Ça veut dire que tout doit être dans votre tête. Comment je calcule l'énergie nécessaire à l'élévation de température de ces pierres, de ces 20 kg de pierres? Quelle relation dois-je utiliser? Le delta U, très bien. Le delta U égale MC delta T, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc, je vais passer sur le tableau blanc. Donc, vous avez votre poêle et vous avez vos pierres. Il va y avoir un transfert thermique qui va donc s'effectuer du poêle vers les pierres, du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Je veux élever donc d'une certaine température la température des pierres. Donc, j'utilise la formule delta U égale MC delta T, où delta U représente, rappelez-vous, la variation d'énergie interne des pierres. Je vais devoir leur communiquer une énergie et là, je suis en train de calculer l'énergie qu'elles vont gagner. Pas pour se déplacer, pas pour monter, pas pour tomber, pas pour gagner de la vitesse, juste pour gagner en température. Donc, c'est de l'énergie interne, l'énergie de déplacement des particules au niveau microscopique. Donc, c'est donné par la formule mc delta T. J'ai le M, j'ai le C, c'est la stéatite. C'est donné dans votre tableau au-dessus. Je suis allée le voir, c'est 980. Donc, c'est 20 kg fois 980 fois la température finale moins la température initiale, 250 moins 25, je crois. Allez, donc du coup, quand on fait ce calcul-là, on trouve 4,4, je crois, 10 puissance 6 joules. Voilà, donc ça, c'est l'énergie interne que doivent gagner les pierres. Ok, bon, ben, d'où vient cette énergie? C'était la question qu'on se posait hier quand on a fait l'histoire de la piscine. D'où vient cette énergie? Nécessairement, elle vient d'où? Du poil, très bien. Ok, donc je sais que delta U, c'est égal à l'énergie qui vient du poil. Et comment je calcule l'énergie donnée par le poil? Formule de première que l'on a revue dans le cours donc il y a 2 ou 3 jours. Lundi, quand on a fini le cours. Très bien. P fois delta T. On en a parlé, hein, quand je calcule l'énergie que je consomme est liée à la puissance de mes appareils. Plus ils sont puissants, plus je vais consommer. Et l'énergie est également proportionnelle à la durée d'utilisation de mes appareils. Donc, cette relation, je la mémorise parce qu'elle a du sens. D'accord? Si je la mémorise pas, tant pis, je la retrouve. De quoi dépend l'énergie? Ah ouais, la prof, elle nous avait fait le parallèle avec ce qui se passe à la maison. Donc, plus j'utilise mon four, plus je consomme. Si j'utilise un four, je consomme plus que si je recharge mon téléphone. D'accord? C'est lié à la puissance. Bon, ben, très bien. Rappelez-vous ce que nous cherchons. Nous cherchons la durée. La durée de chauffage pour élever la température de 225 degrés Celsius des pierres. Donc, delta T égale E sur P égale delta U sur P. D'accord? Parfait. Delta U sur P. Alors d'ailleurs, tiens, je vais m'auto-critiquer, à moins que quelqu'un se fasse un plaisir de le faire. Est-ce que quelqu'un voit une critique à apporter? Je vous la fais de temps en temps et je m'aperçois que je viens de le faire de mon côté et c'est pas bien du tout. Allez, qui voit ce que je vais dire? Ouais, super Émilie, très bien. Alors, j'ai fait un calcul intermédiaire. À aucun moment, on m'a demandé calculez d'abord l'énergie, la variation de l'énergie interne et vous calculerez ensuite la durée. OK? Donc, on me demande de calculer une durée. Donc, autrement dit, hop, ça, je le fais pas. Je l'oublie. Je vais le faire à ce moment-là pour ne pas faire un calcul intermédiaire. Alors,
Vous allez me dire, OK, c'est pas bien grave, puisqu'on a dit qu'on sanctionne pas vraiment les chiffres significatifs le jour du bac. Effectivement, c'est pas hyper grave, mais moi, je vise le post-bac, je vise la rigueur, d'accord? Donc, on essaie de faire ça. Donc, delta U, dans ce cas-là, je peux faire MC delta T sur P, et là, je remplace, et j'ai tout ce qu'il faut. Et rappelez-vous que la puissance, vous la trouvez dans les caractéristiques du poil, vous ferez très attention, elle est donnée en kilowatts, donc 10 fois 10 puissance 3. OK? Donc, quand vous faites ce calcul, vous tombez sur 440 secondes. Je pense, hein, à vérifier. Parce que du coup, je ne sais pas si j'ai fait un calcul. Je ne pense pas avoir fait un calcul intermédiaire sur mon corrigé. Donc, je pense que c'est 440 secondes. Et donc, si effectivement j'applique mes chiffres significatifs, ça fait 4,4 10 puissance 2 secondes. OK? Soit environ 7 minutes et quelques. OK? 7, oui, 7, tu as raison, Franck. Alors, OK, donc il faut 7 minutes grosso modo pour, je passe à l'autre tableau, hein, j'espère qu'il n'y a pas de questions. Je reviens sur le sujet. On vient de calculer donc que pour élever donc la température des pierres, il va falloir compter à peu près 7 minutes. Et on vous dit, d'après la notice, l'hypothèse précédente est-elle vérifiée? Proposez une explication. Déjà, s'il vous plaît, identifiez-moi l'hypothèse dont il est question. Quand il est écrit dans la question 3.2, l'hypothèse précédente, de quoi parlons-nous? Celle du 3.1, c'est-à-dire que la puissance du poêle est intégralement utilisée pour le chauffage des pierres. Donc, si on considère que toute la puissance du poêle permet de chauffer les pierres, il faudrait 7 minutes. Or, si effectivement, là, on attend de vous une saisie d'infos, donc ce qu'a dit Chloé, ce qui est écrit ici, là, je peux surligner, hein, OK, la durée du préchauffage varie en général entre 40 et 70 minutes. Je viens de trouver 7. OK, donc je suis loin du domaine. Alors, qu'est-ce que je donne comme explication? L'hypothèse précédente n'est pas franchement vérifiée. Toute la surface n'est pas utilisée. Je ne comprends pas, Riyad. Peut-être aussi parce que la chaleur ne reste pas dans la pierre. Toute la surface du poêle n'est pas utilisée. Oui, certainement. En fait, ça va avec ce que tu dis. Franck continue avec les calculs. Ça veut juste dire quoi? Que du coup, toute la chaleur du poêle n'est pas utilisée, Louisanta, finis ta phrase, n'est pas utilisée seulement pour... C'est ça, très bien Quentin, pas seulement utilisé pour chauffer les pierres, mais évidemment, puisque le poêle est dans une pièce, forcément, il chauffe les pierres qui sont à son contact par conduction, mais il chauffe aussi tout l'air qui est au contact du poêle. Et surtout le reste de la surface, Riyad, c'est peut-être ça que tu voulais dire. D'accord? Donc, évidemment, faire l'hypothèse que le poêle ne sert qu'à chauffer la pierre, c'est complètement faux. Il suffit d'aller à côté d'un poêle pour savoir que on sent la chaleur arriver. Hein. D'accord? Ça ne peut pas être destiné qu'à chauffer ce que l'on a posé dessus. Allez, donc voilà pour ce sujet. J'espère que tout le monde a bien compris. Il n'est pas compliqué. Je l'ai choisi parce que c'est un sujet ultra classique. Donc maintenant, sur le temps qui reste, je vous propose de faire un autre sujet. Donc ça portera à 3 le nombre de sujets faits sur ce chapitre. Alors Alix, la différence entre conduction et convection. Si je reprends la définition du cours, la conduction, c'est un transfert qui se fait de proche en proche, comme la convection, d'accord? Donc un transfert thermique de proche en proche, il faut qu'il y ait contact pour que ça ait lieu. Qui se fait la différence pour l'un sans transport de matière, et c'est la conduction, et pour l'autre avec transport de matière. Donc dans un fluide, si tu considères l'air d'une pièce, le transfert thermique qui se fait dans l'air, tout l'air, l'air d'en bas, l'air d'en haut, l'air de droite, etc., se fait par convection.
Il y a des déplacements de matière dans un fluide. Alors que dans un métal, par exemple une tige en fer que tu trempes dans un foyer, il n'y a pas de déplacement de matière. Les atomes du bout de la tige ne vont pas se retrouver à l'autre bout. C'est juste de proche en proche que l'agitation va se transmettre. Donc, la conduction est réservée à des solides, la convection est réservée à des fluides, c'est-à-dire des liquides et des gaz, ceux pour lesquels il y a un déplacement de matière possible, tout simplement. Cool! Allez, super. Allez, on continue. On fait le Nouvelle-Calédonie, novembre 2017, le diagnostic d'une maison. D'accord? Donc, pour ceux qui n'étaient pas là en tout début, j'ai aussi rajouté 2 autres sujets de bac. Ça portera à 5 le nombre de sujets de bac que vous aurez fait sur ce chapitre. Donc, 2 autres sujets de bac que je vous propose de faire pendant les vacances, que je ne corrigerai pas. Donc, personnellement, vous pourrez vous aider de la correction de la beau lycée pour voir si vous êtes au point sur ce chapitre. Donc, celui-ci, je l'aime bien aussi. Il est assez simple. Et puis, il va nous permettre de revoir, tiens, regardez de quoi on parle, de l'intensité sonore. Donc, il mêle deux chapitres de cette année, vus cette année. Alors, on vous parle d'un couple qui souhaite acheter une maison et pour faire son choix, il décide de se renseigner sur l'environnement sonore de la maison ainsi que sur son isolation thermique. Alors, premièrement, on parle du son. Un projet consiste à installer une éolienne à proximité de la maison. Cette éolienne en fonctionnement a une puissance acoustique de 0,50 watts. L'intensité sonore de référence, on vous rappelle ceci. Donc du coup, quand je lis ça, hop, j'ai déjà une petite case qui s'ouvre dans mon cerveau et qui me donne, rappelez-vous, quand on a I0, c'est qu'on a besoin de définir quoi? Qui c'est qui a la notion? Allez, je vous prends à froid. Je vous prends à froid, c'est le deuxième chapitre vu cette année, super, le niveau d'intensité sonore, L. Donc, on sait qu'on va devoir forcément utiliser L. Et qui se rappelle de la formule qui donne L égale, attention Riyad, elle n'est pas bonne cette formule que tu me donnes, parce que si tu me fais Riyad 10 log de I0, ça veut dire que c'est une constante. D'accord? I0 étant 1 10 moins 12, bah 10 log de 10 moins 12, hop, c'est fait, ça vaut tant et c'est fini. D'accord? Donc attention Franck, I sur I0, L égale I sur I0, c'est ça? Alors on va faire un mix de Riyad et de Franck et on arrive à 10 log de I sur I0. Ok, c'est bon. Allez, on a la notion. Donc voilà ce qu'il faut faire. Hein. Quand je lis un sujet, ben, c'est ce genre de choses qui se passent dans ma tête au moment où je lis. Très bien, je sais que je vais avoir besoin de L. Alors, donc, intensité sonore. Pour une source sonore isotrope S. Isotrope, ça veut dire qu'il va émettre de la même façon dans toutes les directions de l'espace. Ah ben, pardon, je n'avais pas vu ce qu'il y avait dans la... L'intensité sonore I au point M dépend de la distance D à la source. D'accord? Si je me mets à un point M ici, l'intensité sonore que je vais récupérer en ce point sera la puissance de la source divisée par 4 pi D2. Ceux qui font l'aspect ont déjà vu cette formule et peut-être même qu'ils doivent l'apprendre par cœur, je ne sais plus. Bref, donc je me dis forcément D est au dénominateur. Plus je suis loin de la source sonore, plus l'intensité est faible. C'est cohérent, hein, cette formule est cohérente. Alors, on me rappelle très bien l'échelle des niveaux sonores, parfait, et on me montre la vue aérienne de l'emplacement de la maison. Vous faites attention que, tiens, je vois une croix qui me matérialise la position de la maison et une croix qui m'indique où se situe l'éolienne. Et tiens, je vois même une échelle ici. Rappelez-vous que jamais on ne met un document s'il est inutile. Donc, je vois un peu déjà ce que je vais devoir faire. Ouais, très bien pour Riyad. Alors, j'y vais pour les questions. Montrer que l'intensité sonore maximale pour que la maison soit au calme est de Imax égale 1,010-8 watts par mètre carré. Alors, comme hier, hein, je vous suggère d'avoir un papier, un stylo à côté pour essayer de griffonner un petit peu des éléments de réponse. Donc, je vais cacher bientôt la question. Montrer que l'intensité sonore maximale pour que la maison soit au calme est de 1,10-8 watts par mètre carré. Donc, il me faut calculer une intensité pour que la maison soit au calme. Allez, je remonte et vous me dites à quel moment je m'arrête, quelle est la saisie d'infos qu'il va falloir faire nécessairement. Déjà, non, je vous laisse un petit peu réfléchir. J'attends vos retours.
Alors, la formule de I, le tableau avec les décibels, très bien, on a les deux. Maintenant, vous mélangez tout ça et vous me trouvez la réponse. Non. Non, Alix, tu vas trop loin. Ça, on va se le garder pour la question qui suit. La question, c'était montrer que l'intensité maximale à ne pas dépasser, donc, pour avoir une maison au calme, est de 1,10-8 watts par mètre carré. Alors, du coup, comme m'a dit, je crois que c'était comme a dit, le tableau avec les décibels. Donc voilà, je vous montre le tableau avec les décibels et il y a effectivement une saisie d'info. Je vous ai dit, chaque fois que vous utilisez un document, vous mettez une coche à côté pour dire c'est bon, je l'ai utilisé. Et donc celui-ci, s'il est donné, c'est que je vais en avoir besoin. Et donc, quelle est la saisie d'info à faire? Effectivement, quand c'est calme, ça veut dire qu'on a un niveau sonore en décibels de 40. OK. Or, vous m'avez dit, je connais la relation qui existe entre le niveau d'intensité sonore et l'intensité sonore. On l'a revu. Donc maintenant, il faut calculer l'intensité pour avoir un niveau sonore égal à 40 décibels. Allez, j'espère que les plus rapides ont eu le temps de le faire. Voilà la question. Donc, il faut extraire I de cette relation. On l'a fait plein de fois. Allez, qui me donne la deuxième étape alors du coup? On va y aller par étapes. Ne me donnez pas directement le résultat. Je vais commencer par isoler quoi? Très bien. L sur 10. Je divise tout par 10. Donc, j'ai L sur 10. Et à droite, il ne me reste plus que le log de I sur I0. Très bien. Prochaine étape. Je n'ai pas besoin de D, Esteban. La distance, on ne m'en parle pas du tout. Il n'est pas question de se mettre à telle ou telle distance de la maison ou de l'éolienne pour l'instant. La consigne est juste calculer l'intensité maximale à ne pas dépasser pour avoir une maison au calme. Donc, pour l'instant, il n'est pas question de distance. Si vous partez dans cette notion-là, dans cette direction-là, vous allez vous dire « Ah ouais, mais non, je réponds à quelle question en fait ?» On décompose et OK. Et on fait comment pour décomposer? Parfait pour Quentin. Vous pouvez parler en même temps que vous écrivez car je ne vois rien. Oui, je parle en même temps que j'écris. Très bien. Donc, maintenant, pour Louise Anta qui ne voit rien, je répète ce que je viens d'écrire. Donc, j'ai divisé par 10. Donc, j'ai L sur 10 égale log de I sur I0. Maintenant, il va falloir que j'enlève le log. Et la fonction inverse du log, il faut absolument que tout le monde s'en rappelle, c'est 10 puissance. Donc, je vais prendre 10 puissance à gauche, donc ça fait 10 puissance L sur 10. 10 puissance à droite, ça fait 10 puissance log. Et ça s'enlève, il reste I sur I0. Ça se simplifie, il reste I sur I0 à droite. On y est presque. Il ne me manque plus que le I égale. Pour avoir I égale, il faut que je fasse quoi? Que je multiplie, Alix nous a déjà donné la réponse, que je multiplie par I0 à droite et à gauche. Et donc, j'ai I égale I0 fois L, fois 10, exposant L sur 10. Je prends ma calculatrice. Non, pas du tout. Je ne prends pas ma calculatrice. C'est ultra simple. Donc, le I0, on vous le rappelle, on vous le donne tout le temps. Inutile de le connaître. C'est 1,010 moins 12 fois 10 exposant L sur 10. L, on a dit que c'était 40. Donc, 40 sur 10. 40 sur 10, ça fait 4. Donc, 10 puissance 4. Donc, 10 moins 12 fois 10 puissance 4, ça fait 10 puissance moins 8. Et j'oublie pas de mettre l'unité. L'intensité s'exprime en watts par mètre carré. OK?
Donc, j'ai l'intensité, j'ai bien montré que pour avoir une maison au calme, il fallait que j'ai une intensité qui ne dépasse pas 10-8 watts par mètre carré. Donc, ça, c'est fait. Alors, je vais changer d'écran et je vais répondre à la question de Chloé du coup. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pas de questions sur ce calcul-là? OK. Allez, je reviens sur le sujet. Alors, sur le sujet, on vous dit, question suivante, déterminer si la distance D entre l'éolienne et la maison est suffisante pour que la maison soit au calme. Ça y est, on me parle de distance. OK, je vais maintenant pouvoir utiliser la relation qu'on me donne. Je répète pour ceux qui ne sont pas encore convaincus par la question 1.1, dans la question 1.1, on ne vous parlait pas ni de calculer une distance, ni on vous disait on est à telle distance de l'éolienne. Non, on veut savoir l'intensité qu'il ne faudra pas dépasser pour que la maison soit au calme. Donc pour l'instant, on n'a pas du tout parlé d'éolienne. Maintenant, on va parler d'éolienne. Donc déterminer si la distance D entre l'éolienne et la maison est suffisante pour que la maison soit au calme. Autrement dit, à la distance D, quelle est l'intensité que j'ai? Et je vais la comparer avec celle que j'ai déterminée au-dessus. Et je pourrais donc dire si la maison est au calme ou pas. D'accord? Donc, j'ai l'habitude de dire, hein, on vous raconte une histoire dans un sujet. Là, on me raconte bien une histoire. On m'a fait calculer l'intensité à ne pas dépasser pour que la maison soit au calme. Et maintenant, on va vérifier si la maison est clairement au calme. Donc, il faut déterminer si la distance D est suffisante. Rappelez-vous, la distance D, il n'y a aucun autre endroit où vous l'avez à part ici. Donc, voici la distance D. Donc, la distance de l'éolienne à la maison. Donc, vous faites comme vous voulez. Soit vous avez imprimé votre sujet, soit on le fait à l'écran. Donc, chacun de son côté. On prend, c'est effectivement un simple produit en croix, comme Riyad a dit tout à l'heure, avec la règle. Donc, vous vous placez sur les deux croix. Hein, vous faites comme vous pouvez sans rayer votre écran. Donc, je me place de croix à croix. On va le faire avec ce qu'on a à l'écran. Hein. Donc, moi, j'ai 16, oui, forcément, vous n'aurez pas du tout la même chose. Allez, j'essaie de le faire. 7,1. Non, pardon, 7,6. Alors, sur mon écran à moi, j'ai 7,6 cm entre l'éolienne et la maison. Et je vais mesurer ce que représente ici l'échelle. Donc, j'ai 1,4 cm pour 500 mètres. Hop, produit en croix, petit calcul à la calculatrice, 7,6 fois 500 divisé par 4, et je trouve une distance de 2714. 2714 mètres. D'accord. Donc, je regarde mon corrigé, qu'est-ce que j'avais trouvé. Donc, ouais, bon, c'est pas tout à fait pareil que sur mon corrigé parce que je pense que j'avais un papier plus grand. Et donc là, j'ai forcément fait des erreurs de mesure puisque la distance est plus petite. Est-ce que vous l'avez fait sur l'écran de votre ordi? Est-ce que vous avez quelque chose de différent? Donc moi, avec mon petit écran là sous les yeux, 2733 pour Fanny, OK. 2600 pour Louis, 2600, OK, parfait. OK, donc on va s'arrondir tout ça et on va se faire, ça fait un 2,7 à deux chiffres significatifs, hein, un 2,7 10 puissance 3 mètres. Vous prenez 2,6, pareil, pour Nadia, pareil. Nadia et Émilie ou Louis sont plus proches du 2,6. 3000 3000, Roxane, ça me paraît un peu grand. Hein, refais peut-être plus précisément tes mesures. 3000 pour le coup. On hésite tous entre, allez, 2006, 2007. 3000, ça me paraît un peu plus loin. Donc, faites attention, on mesure du centre de la croix au centre de la croix. Hein. Alors, donc, on va dire qu'on a mesuré 2,7 10 puissance 3 mètres. Surtout, ne gardez pas 2714 mètres, ça n'a pas de sens. Hein. D'accord? On a fait une mesure avec deux chiffres significatifs pour la distance. On ne peut pas se dire qu'on va avoir une distance obtenue au mètre près. Ce n'est pas possible, ce n'est pas avoir un bon esprit critique.
Donc, on a mesuré cette distance-là. Eh bien, qu'allons-nous faire maintenant? On sait quelle est la distance qui sépare l'éolienne de la maison. Dites-moi ce que l'on fait maintenant. Ça y est, oui, on peut utiliser la formule, la fameuse formule. Donc, on a I égale P sur 4 pi fois D au carré. D'accord? Donc, je ne le fais pas sur le tableau, c'est un tout petit calcul. Le P, rappelez-vous, il vous a été donné au-dessus. Puissance sonore de l'éolienne, c'est 0,50 watts. Donc, 0,50 watts sur 4 fois pi fois la distance en mètres. Hein. Donc, 2,7, 10 puissance 3. N'oubliez pas le carré, s'il vous plaît. On se fait ce petit calcul. Faites avec vos valeurs à vous si vous le souhaitez. Je pense que quelles que soient vos valeurs, on aura les mêmes résultats de toute manière, la même conclusion qui va s'imposer à tous. Donc, je suis en train de faire mon petit calcul comme vous. Alors, pour Riyad, 5,5 10-9. J'ai la même chose que Riyad, 5,5 10-9. Donc, on n'oublie pas l'unité, watts par mètre carré. Si jamais vous l'oubliez, regardez, elle est au-dessus, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas besoin de apprendre par cœur ce qu'est l'unité de l'intensité, mais on la retrouve ici, hein, la puissance étant en watts, la distance en mètres carrés, ça fait bien des watts par mètre carré. Donc, 5,5 10-9 watts par mètre carré. Quelle est la conclusion? Est-ce que cette maison peut être considérée comme au calme? Rappelez-vous, pour qu'elle soit au calme, il faut qu'on ait une intensité maximale de 1,10-8 watts par mètre carré. Donc, pour Riyad, elle est au calme. J'espère que pour tout le monde, la maison est bien au calme. Très bien. Parce que 10-9, c'est plus petit que 10-8. Ça marche? Ceux qui ont fait avec, alors ceux qui étaient ceux qui avaient la distance la plus courte, est-ce qu'ils restent avec du 10-9? Ceux qui ont fait avec du 2,6, ça passe aussi? Si je refais mon calcul avec du 2,6, est-ce que je reste toujours avec une maison au calme ou pas? Oui, ça marche aussi. Très bien. Allez, donc ça, c'est bon. Parfait. Donc, du coup, voilà, la petite erreur de mesure qu'on peut avoir fait, hein, suivant le support sur lequel on a mesuré, fait que notre conclusion est quand même la même pour tout le monde et c'est le principal. Donc, on a bien, à cette distance-là, une intensité sonore qui est inférieure au seuil calculé dans la question précédente. Vous remarquez que la question précédente vous donnait la bonne réponse. Donc, si jamais vous n'aviez pas su faire la 1-1, ça ne vous handicapez pas pour faire la 1-2. OK? Donc, petite question toute simple. Est-ce que maintenant, vous avez bien compris l'histoire? L'histoire, je calcule I avec le niveau d'intensité sonore et ensuite, je calcule I grâce à la formule qui m'est donnée. Hein? D'accord. Donc, voilà, j'ai compris que c'était bon à cette distance-là, c'est-à-dire à 2,7 km, hein, c'est pas rien non plus. À 2,7 km, je ne suis pas gênée par les nuisances sonores de cette éolienne. Allez, donc ça, c'est un petit rappel sympa sur le son. On enchaîne maintenant sur les calculs de transfert thermique, donc la partie de ce chapitre-là. Diagnostic de performance énergétique des PE de la maison. Peut-être que vous avez déjà vu ce genre de choses collées à la surface d'un réfrigérateur, d'un micro-ondes ou un autre appareil électroménager. Eh bien, de la même manière que ça s'affiche sur les appareils, on l'affiche également pour les logements. Donc, c'est obligatoire depuis l'année 2006 pour la vente ou 2007 pour la location. Ça permet de classifier donc le logement en fonction de sa consommation énergétique. Alors, on va bientôt bien faire attention à l'unité. C'est la consommation énergétique en kilowattheures par an et par mètre carré de surface habitable. Donc, on a les couleurs qui nous aident à comprendre que si on est dans le vert, on est bon. Si on est dans le jaune, c'est moins bon. Si on est dans le rouge, on a tout faux. D'accord ?
Allez, donc on enchaîne. Le couple souhaite connaître le DPE d'une maison sans étage, de surface habitable 100 mètres carrés. Alors là, dès que je lis ça, je fais le lien avec ça, hein. Consommation énergétique en kilowattheures par an et par mètre carré. Donc moi, ma maison a fait 100 mètres carrés, donc ok, je sais, il faudra qu'à un moment donné, je m'en serve. La maison est construite dans une région où la température de l'air extérieur durant la période de chauffage vaut à peu près 4 degrés Celsius, c'est une moyenne. Et pendant la période de chauffage, on vous dit qu'on va se maintenir à une température de 19 degrés Celsius et que la période de chauffage dure 120 jours. OK. On vous donne les caractéristiques thermiques de la maison. Donc, on vous donne le toit, les murs, en quoi c'est fait, les épaisseurs, tout ça, plein de choses, et la résistance thermique. On vous montre les transferts thermiques qui ont lieu. Donc, on a un flux thermique non nul à travers le toit, à travers les murs, à travers le sol, à travers les portes et les vitres. D'accord? Donc, on sait très bien qu'on perd de la chaleur par ce biais-là d'une maison chauffée en hiver par rapport à l'extérieur qui est plus froid. Le sens du transfert thermique se fait du corps chaud au corps froid, donc de la maison vers l'extérieur en hiver. Et on vous donne donc les valeurs des flux thermiques pour ces températures-là. Alors allons-y. On va, ah ben non, c'est pas fini pour les documents. On vous rappelle la relation qui vous permet de calculer un flux. On vous rappelle également la relation qui vous permet de calculer la résistance thermique qui intervient ici dans le flux. On a déjà vu tout ça. On vous rappelle qu'un kilowattheure, c'est 3,6 10 puissance 6 joules. Et on y va. Sur les questions. Je commence par une question ultra simple où je prends les points. Les transferts thermiques s'effectuent suivant 3 modes. Associés à chacune des propriétés suivantes le nom du transfert thermique correspondant. Le premier, tiens, on va laisser à Alix le privilège de la réponse. Le premier, je veux que le premier, Alix, hein, s'il te plaît. Le transfert thermique dans un milieu matériel se fait de proche en proche sans transfert de matière. Allez, dis-moi que tu as compris. Et je suis sûre que tu as compris, bien sûr, c'est ultra simple. Ok, très bien. La conduction. Pour la propriété 2, le transfert thermique ne nécessite pas de milieu matériel et se fait sans transport de matière. Allez, voyons voir. Alix, tu l'as? Pour la propriété 2. Vite, vite, ouvre ton cours. Ah, le touillannement. Alors, le rayonnement, on est d'accord. Riyad, attends, tu réponds à quelle question, Riyad? La propriété 2? Ah, d'accord, tu en avances sur le 3. Tu voulais pas donner la parole à Alix, hein, c'est ça? Alors, la convection pour le 3, le transfert thermique se fait par déplacement macroscopique de matière. Donc, un déplacement macroscopique, c'est à notre échelle, hein, généralement au sein d'un gaz ou d'un liquide. Donc, effectivement, le dernier étant de la convection. Parfait. J'enchaîne. Calculer la résistance thermique de la toiture et en déduire que le flux thermique moyen à travers le toit en hiver est égal à 7,1 10 puissance 2 watts. Je vérifie. Ah voilà, il ne vous était pas donné. D'accord? Donc, il faut vérifier qu'on a du 7,1 10 puissance 2 watts qui s'échappe par le toit. Et pour cela, on vous demande de calculer la résistance thermique de la toiture. Alors, je voudrais... regardons la toiture. La toiture, le problème, c'est qu'elle est constituée de 2 matériaux. Il y a d'abord de la laine de chanvre et de la terre cuite. La terre cuite pour les tuiles, hein. La laine de chanvre, l'équivalent de la laine de verre qu'on met pour isoler donc la toiture. Donc, il y a 2 épaisseurs de 2 matériaux différents, de conductivité thermique, et tout ça contribue à faire une résistance thermique pour le toit. Comment calculer la résistance thermique de ce toit? Allez, je veux des propositions, s'il vous plaît. On a un problème, hein, on est d'accord. On a un problème, on a 2 matériaux. Donc, OK, je suis d'accord. Il y a E sur lambda S, sauf que des E, tu en as 2, des lambda, tu en as 2, des S, tu n'en as qu'un, c'est le même toit pour les 2 matériaux. Donc, du coup, Agathe, tu me proposes, si je comprends bien, d'additionner les épaisseurs. On considère, et on a
Alors, je vois plutôt la réponse de Chloé et de Charline. Regardez bien ce qui se passe. Je vous l'ai laissé à l'écran. Faites-moi la bonne saisie d'infos à l'écran en ce qui concerne la résistance thermique d'une paroi. Regardez ce qu'il est dit. Il y a une phrase qu'il ne faudra pas négliger. C'est la dernière phrase du paragraphe. En pratique, une paroi est constituée de plusieurs couches de matériaux d'épaisseur et de conductivité différentes. Dans ce cas, les résistances thermiques de chaque couche s'additionnent. D'accord? Donc, vous n'additionnez pas les épaisseurs et les lambdas, ça ne veut rien dire. Donc, on va juste dire que RTH pour le toit, c'est égal à RTH laine de chanvre plus RTH, c'était quoi l'autre? De la terre cuite, c'est ça? Terre cuite. D'accord? RTH laine de chanvre plus RTH terre cuite. Je remplace du coup maintenant par les grandeurs que j'ai. Le RTH, c'est E sur lambda S, donc E laine de chanvre sur lambda laine de chanvre fois S, plus E terre cuite sur lambda terre cuite S. OK? Donc attention, hein, la saisie d'infos à faire était celle-ci. Alors bien sûr, moi je vous presse un petit peu, on n'a pas vraiment lu dans les détails. J'espère que cette information, vous ne l'auriez pas ratée si vous aviez fait tout seul le sujet chez vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de l'avoir fait une fois, eh bien normalement, ça nous marque un peu et on se rappelle que si jamais ça nous arrive à nouveau, ah oui, c'est vrai, on avait additionné les RTH. Donc après, c'est que du calcul, hein. On va faire juste attention aux unités, s'il vous plaît. L'épaisseur, le S est en quoi? Le lambda est en quoi? Regardez le lambda, il est en watts. Mètre moins 1, Kelvin moins 1. Le S sera donc en quoi, s'il vous plaît? Le S, attention Charline, en mètres carrés. Donc tout ça pour dire que les unités de distance, ce sera bien des mètres. Donc l'épaisseur sera en quoi forcément? En mètres. OK, faisons un petit peu d'analyse dimensionnelle, ça ne nous fera pas de mal. Au dénominateur, j'ai du mètre moins 1 fois du mètre carré. Mètre moins 1 fois mètre au carré, ça fait quoi au dénominateur, s'il vous plaît? Très bien, ça fait du mètre. Donc j'aurai du mètre en bas et du mètre en haut, ça se simplifie. Donc attention, le RTH n'est pas en Kelvin, c'est une résistance thermique qui s'exprime en quoi, Victor? T'es allé trop vite. N'oublie pas, watts par Kelvin, fais gaffe Riyad, le lambda étant au dénominateur, ça fait quoi pour la RTH? Du Kelvin par watt. D'accord? Du Kelvin par watt. Voilà en quoi s'exprime la résistance thermique. Parfait. Donc après, c'est que du calcul. L'épaisseur étant en millimètres, je suis désolée, hein, je rebifurque pas sur l'énoncé. J'espère que vous avez la possibilité d'avoir peut-être un autre écran pour voir les infos. Sinon, faites-nous confiance. L'épaisseur pour la laine de chanvre, c'est 100 millimètres. Donc, je vais mettre du 110-3. La conductivité thermique pour la laine de chanvre, c'est du 0,042 et je n'ai pas de conversion à faire. La surface du toit, on me la donne, elle vaut 115 mètres carrés, c'est aussi dans le tableau. Et je rajoute l'autre membre, donc c'est 40 mm d'épaisseur pour la terre cuite, donc 40 10-3, sur le lambda 0,60, fois l'épaisseur 115. Allez, faites-moi ce calcul, dites-moi combien on trouve pour la résistance thermique du toit. Alors, je crois que Franck l'a faite, très bien. Donc, j'espère, Franck, que tu l'as bien faite et que tu n'es pas juste allé voir la correction, hein. Donc, le but, c'est on s'en fiche du corrigé de l'abolissé. Donc, on trouve effectivement, ce qui me dérange, les garçons, c'est qu'on n'a plus qu'un chiffre significatif dans votre réponse. Donc, c'est un peu dérangeant. 0023, c'est bizarre. Moi, j'ai du 0021. Je vais attendre. Ouais, voilà. Attention, Riyad, je ne sais pas où est l'erreur. Donc, 0021 Kelvin par watt. OK?
Donc voilà pour ce calcul de résistance thermique. J'espère que c'était clair. Je reviens rapidement au sujet parce qu'il se fait tard. On enchaîne avec la partie de questions qui suivait. On est toujours dans la même question. On a calculé la résistance thermique du toit et on me demande d'en déduire le flux thermique. Donc, on a fait le plus gros du travail. Donc, le flux thermique, ici, vous avez, c'est delta T sur RTH. Le delta T, il est où? C'est quoi la différence de température? C'est écrit quelque part là. Voilà. Le delta T, c'est 19-4. Donc, on a une différence, un écart de température de 15 degrés. Donc, il faut faire 15 divisé par le 0,021. D'accord? Et vous trouvez, pour le flux thermique, pour le toit, 714. OK, on va se le garder toujours avec 2 chiffres significatifs, les garçons. Hein? Vous avez du mal, hein? Un coup, vous m'en donnez un coup, vous m'en donnez 3. Attention. Donc, 2 chiffres significatifs, ça fait donc du 7,1 10 puissance 2 watts. Et effectivement, ça tombe très bien, c'est ce qu'on m'a demandé de trouver. OK? Alors, à ce sujet-là, j'avais comparé avec la correction. La correction indique 7,010 puissance 2 watts pour le même calcul. Donc voilà, parfois, il y a des petites différences avec le corrigé. Donc attention, ça fait bien du 7,1. Alors, je finis avec la dernière question. Afin de conserver une température constante dans la maison, la puissance moyenne du système de chauffage doit être égale au flux thermique moyen sortant de la maison, n'importe quoi. En estimant que le chauffage représente 60% de la consommation d'énergie annuelle, déterminer la classe énergétique de cette maison. Voilà, le but vraiment, c'est d'arriver au bout et se dire, bon, on est où là dans l'échelle? Est-ce que je suis sur du vert, du jaune, du orange? Bref, il faut faire ce calcul. Donc, vous avez compris que ce calcul, il sera peut-être un peu plus long. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fameuse phrase qu'on trouve de temps en temps. Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. Donc, il y a plusieurs étapes à faire et donc, on va y aller. Donc, on y va, on se lance. On vous dit, pour conserver une température constante dans la maison, il faut que la puissance moyenne du système de chauffage soit égale au flux thermique moyen sortant de la maison. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce qu'on commence par faire? Qui paraît assez intuitif. Première étape de notre calcul, qu'est-ce que l'on calcule? Le flux thermique. OK, on calcule le flux thermique moyen sortant de la maison. Comment on fait pour calculer le flux thermique moyen qui sort de la maison? Ultra simple. Pareil, proposition. Comment on va calculer le flux thermique qui s'échappe à travers le toit, les murs, le sol, les fenêtres et les portes? Il suffit de faire effectivement une addition. Même pas une moyenne, hein. On va additionner ce qui sort à Esteban de la maison. Donc, on fait 743 plus 66,8 plus 123 plus 7,1 puissance 2, puisque c'est ce que l'on vient de calculer. Pardon. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on trouve quand on fait cette somme-là? Allez, je veux que vous le fassiez aussi de votre côté, hein, sinon il ne vous restera aucune trace. Donc, première étape, je répète, on additionne les flux sortants. Donc, 123 plus 743 plus 66,8 plus 7,1 puissance 2. Franck nous annonce effectivement le résultat total. Il est en watts, je suis d'accord. Et maintenant, tu me l'annonces avec le bon nombre de chiffres significatifs. Franck, s'il te plaît, ça fait un flux moyen, flux qui vaut 1,1647. Tu gardes 4 chiffres. Regarde avec combien de chiffres te sont donnés les autres flux. OK, 1,6 kW, parfait pour Charline. 1,6 kW. 2 chiffres significatifs parce que pour la toiture, on n'en a donné que 2. Et on n'en a donné que 2 parce que dans nos calculs, on n'en avait que 2, tout simplement. Parfait. Alors, donc ça,
C'est notre première étape. On sait quelle est la somme des flux qui sortent de la maison. Et on me dit, bah, si je veux conserver une température constante dans la maison, il faut que mon chauffage produise une puissance égale au flux thermique. Donc, deuxième, je sais donc que P égale 1,6 kW. D'accord? Donc, je sais quelle est la puissance produite par mon poêle, par mon système de chauffage. Regardez qu'est-ce qu'il nous faut maintenant. Si je veux me trouver où je suis là, il faut que je calcule quoi? Donc, première étape, j'ai phi total. Deuxième étape, j'ai P égale phi. Troisième étape, je calcule quoi? J'attendais plutôt la grandeur. Je calcule quoi? Vous voyez pas ma souris qui bouge? Je calcule. Et c'est quoi qui est en kilowattheure, Charline? C'est quoi la grandeur qui s'exprime en kilowattheure? Donc, vous voyez pas ma souris bouger? L'énergie, d'accord? Il me faut calculer l'énergie, la consommation énergétique. Il me faut calculer une énergie. Alors, regardez d'ailleurs, une énergie peut s'exprimer soit en joules, c'est l'unité du système international, soit en wattheure ou kilowattheure, c'est l'unité usuelle, celle que je retrouve sur ma facture d'électricité. OK? Donc, je vais calculer maintenant l'énergie. Troisième étape, E égale. Alors, on y va. C'est quoi la formule? E égale quoi? Très bien. P fois delta T. D'accord? N'oubliez pas le delta. Hein. Je sais que ce n'est pas évident d'écrire sur le chat, mais P fois delta T sur votre feuille à côté, P fois delta T. OK, le P, je l'ai. C'est 1,6 10 puissance 3. C'est la puissance que j'ai calculée comme étant la somme des flux qui sortent de la maison, des flux thermiques sortants. Donc, P, c'est 1,6 10 puissance 3. Quelle est la durée par contre? Pendant combien de temps je chauffe? Ce système de chauffage, il fonctionne pendant combien de temps? 120 jours, très bien. Donc, je vais multiplier par 120. Et je vais multiplier. Alors, Franck, si tu me fais ça, c'est très bien. Tu vas l'avoir en joules. Eh bien, moi, je vais me simplifier la tâche. Je vais multiplier 120 par quoi? Et comme ça, je l'aurai directement dans la bonne unité. Pour le coup, hop, je vais passer là-dessus. Alors, on a presque fini, hein, pour ceux qui sont impatients ou si les parents vous appellent pour manger. Donc, on a presque fini. Regardez, donc je fais E égale P fois delta T. Vous avez pour cette même relation deux systèmes d'unités. Soit vous avez du joule quand la puissance est en watts et la durée est en secondes. Soit vous avez, regardez, si je garde la puissance en watts, que je mets la durée en heures, l'énergie sera en wattheure, watt fois heure, wattheure. OK? Donc, moi, je calcule l'énergie en faisant 1,6, ah bah tiens, je ne vais même pas mettre 10 puissance 3, je vais rester en kilowatts. Je vais multiplier par 120 jours et je vais multiplier par 24 parce que dans un jour, j'ai 24 heures. Donc ça, c'est ma durée en heures. Et donc du coup, si je fais ce calcul, j'aurai directement l'énergie consommée en kilowattheure. D'accord? Donc on le fait 1,6 fois 120 fois 24 égale 4608 kilowattheure. Ça fait un peu trop de chiffres significatifs. Je vais le garder sous la forme 4,6. 4,6 10 puissance 3 kilowattheure. Est-ce que c'est bon? Est-ce que les 55 personnes qui sont encore à suivre la fin de la correction ont compris? J'espère que j'ai perdu personne en tout cas. Donc, je sais que je ne vous l'écris pas. Super, merci pour votre retour. Je ne vous l'écris pas, je le dis un peu à l'oral et j'espère que vous écrivez de votre côté. Donc là, je suis sur ma troisième étape. Hein.
La première étape, je rappelle, c'était phi égale et je faisais la somme. La deuxième étape, c'était P égale phi parce que l'énoncé me le dit. Et la troisième étape, c'est je calcule l'énergie. On a le droit de le laisser exprimer en kilowattheure. Alors oui, tu n'as même pas besoin de mettre le point entre le kilowatt et le heure, hein, comme j'ai vu, mais tu as plus que le droit. Hein. C'est drôlement intéressant de faire ça parce que quand tu regardes sur ton énoncé, c'est bien en kilowattheure. Alors, je suis en train de rebasculer sur l'énoncé là. Regarde, tu es là, c'est bien des kilowattheures. OK? Alors, j'ai pas tout à fait fini. Il me reste 2 étapes. Allez, courage, 2 étapes. Vous les prenez dans le sens que vous voulez. La première étape, si vous voulez, on peut passer au La première étape, il y a 2 choses qui nous restent à faire. Regardez, je vais revenir sur l'énoncé. Très bien, pour Franck, on divise par 100. On va diviser par 100 parce que pour aller lire là-dessus, c'est par mètre carré. Or, notre habitation, elle fait 100 mètres carrés. Donc, on divisera par 100 pour l'avoir par mètre carré. On va se le faire à la fin, ça. Mais d'abord, regardez, il nous reste cette ligne-là que l'on n'a pas traitée. En estimant que le chauffage représente 60% de la consommation d'énergie annuelle. Et oui, il ne faut pas oublier que on utilise on utilise l'énergie électrique pour d'autres systèmes que le chauffage. Donc, en estimant que le chauffage représente 60% de la consommation d'énergie annuelle, déterminez la classe énergétique de cette maison. Alors pareil, je vais le faire ici, comme ça vous l'avez sous les yeux. Donc en fait, nous avons calculé, dites-moi si je me trompe, 4,6 10 puissance 3 kWh. Ça, c'est l'énergie qui correspond au chauffage. Et le chauffage, c'est 60% de ce qui est utilisé. D'accord? Donc moi, je cherche du coup l'énergie totale consommée par la maison. Est-ce que ça vous va, ce produit en croix? D'accord? Donc ça, on vient de me dire que cette énergie que je viens de calculer correspond à 60% de l'énergie totale utilisée. Bon, ben, combien j'utilise au total? Donc, je fais mon petit produit en croix. 4,6 10 puissance 3 fois 100 sur 60. C'est effectivement ce que me disait, je l'avais vu écrit quelque part, très bien par Franck. Franck avait dit on multiplie par 10, puis on divise par 6, c'est ça. Hein, donc hop, je simplifie. Ça revient à multiplier par 10 et diviser par 6. Et quand vous faites ce calcul, allez, je le fais aussi. Donc 4,6, 10 puissance 3 fois 10 divisé par 6, on trouve 7,7 en arrondissant, 10 puissance 3. N'oubliez pas vos unités, des kilowattheures, hein, comme ici. Et ça, c'est l'avant-dernière étape. Donc ça, c'est l'énergie consommée par la maison au bout d'un an. Dernière étape, ça fait combien en kilos? Donc ça, c'était pour une année. Hein. Maintenant, je veux savoir par an et par mètre carré. Vous avez compris qu'il fallait que je divise par 100. OK? Donc, si je divise par 100, ça va me donner 7,7 10 puissance 3 divisé par 10 puissance 2. Ça me fait combien, dites-moi? Sans calculatrice? Non, Riyad, tu te trompes. 7, oui, voilà, 77. Donc, on a du 77 kWh par an et par mètre carré. D'accord? Je me rends compte que les étapes que j'ai dû faire, effectivement, il a fallu que je fasse 5 étapes dans ce raisonnement. C'est ce qu'on attend de vous hein, dans ce genre de questions. On ne vous détaille pas, on ne vous mâche pas le travail comme d'habitude. Donc, on attend que vous organisiez vos étapes. Vous vous rendez compte que finalement, ce n'est pas hyper dur. Stratégiquement, je n'ai pas mis en place un raisonnement de fou. J'ai fait un petit produit en croix, j'ai divisé par 100 parce que c'était 100 mètres carrés. J'ai fait une addition pour sommer et j'ai utilisé E égale P fois delta T. D'accord? Donc, souvent, vous êtes découragé quand vous voyez des questions comme ça. Non, il faut essayer. Il y a plein de petites choses à faire. Donc, si je reviens pour finir juste, regardez le sujet quand même, on conclut. On conclut en disant où est-ce qu'on est situé? 77, regardez, notre logement, notre maison individuelle est donc de classe B. On est dans le vert.
OK, donc son diagnostic de performance est plutôt très bon. Ça marche? Donc voilà pour ce sujet qui était un petit peu différent. Voilà, qui nous a permis encore de tester de revoir de nouvelles notions et de s'approprier peut-être celles qu'on n'en avait peut-être pas encore tout à fait acquises. Allez, je vous souhaite une bonne journée. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez filer manger ou à vos multiples activités ou juste petit déjeuner pour Franck, hein, si j'ai bien compris. Bonne journée à tous. N'oubliez pas le QCM, hein, je vous le mets en ligne à partir de maintenant. Donc, du coup, n'oubliez pas de le faire d'ici ce soir. Et je vais le mettre sur Pronote, Quentin, comme l'autre jour. Dans tes devoirs à faire, tu auras un e-devoir. Hein, donc, je le fais dès que je me déconnecte de là. Donc, pareil, hein, essayez de le faire vraiment en jouant le jeu. C'est un petit coef, ça ne va pas changer votre vie, hein, ce bulletin du 3e trimestre. Donc, vraiment, testez-vous comme si vous étiez pour le bac, voir si vous avez compris ce chapitre 8. OK ? Allez, bon appétit à tous et bonne journée. On se voit demain.